Alors je lance un appel. Laurent Véron et moi allons lancer un appel. Laurent Véron et moi allons lancer un appel, et c'est important. Je ne veux plus jamais entendre on est d'accord. Ouais. Je ne veux plus jamais entendre la question. Comment vous faites pour mettre le texte une fois que vous avez décidé la bulle? Ça c'est bon ça. Ah ouais. Tiens, laisse-le parler de 30 secondes, ça vaut le coup, quoi, parce que c'est un sujet, là franchement. On va enlever les bouteilles. Est-ce que tu trouves normal qu'on nous demande encore ça au XXe siècle? Moi, nous ne voulons plus entendre la question. Et vous faites d'abord les dessins, et après vous faites l'histoire. J'avais oublié, ça c'est vrai, t'as raison. Ça fait quand même le mec qui a Mais c'est vrai que t'as raison. Mais bon, on me l'a fait moins souvent ça, mais c'est vrai qu'on me l'a fait aussi. Bah je crois que je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est mon ami, mon ami qui porte bien son nom, qui est un critique qui un jour a dit, en parlant de mon second tome de Combat ordinaire, est-ce que l'auteur n'aurait pas oublié son sujet? Et là, j'ai eu envie de lui dire, qu'est-ce que t'en sais de mon sujet, sale merde. Et d'ailleurs je lui ai dit, et alors après j'ai failli le taper, parce qu'il est venu à un moment, il se fait dédicacer un livre, ce con, il vient me voir, ça m'avait un peu vexé, hein. Je dois avouer que quand on me dit que j'ai perdu mon sujet, donc il vient, il se fait dédicacer un livre, et puis il me dit à la fin, il me dit, tu sais comment je m'appelle? Bah non, Romain. Bah c'est bien, donc pour Romain je mets Romain. Et dans ma tête, tu sais, ça met un temps. Oh, j'ai fait, oh putain. Et donc je me lève et je commence à lui gueuler dessus, lui dire, tu dégages, tu viens me narguer, là ça va pas ou quoi? Il y a un attroupement qui se forme, puis lui, tu sais, il était là, tu sais, un peu sur place, il faisait, non, c'est je suis un truc du genre, je suis un homme libre, je fais ce que je veux, tu sais, devant la table. Et là je me lève et je brandis la main comme ça par-dessus la table, il s'est cassé, dis donc. Il est parti comme un petit lapin, un petit lapin qui part. Et après il a été dit dans son journal que je l'avais tapé, il a appelé mes employeurs. Ce type a appelé mes employeurs pour se plaindre de mon attitude. J'ai une petite dent contre lui, ceci dit. Non, mais il y en a eu plein. Non, mais il y en a eu plein aussi que je faisais ça pour l'argent. Ça, c'est un truc qui me passionne. Les gens qui te disent, oh, de toute façon, il va bien faire un 4e tome, ça va lui faire du pognon. C'est vrai. Je peux pas le nier. Hein. Seulement, si vraiment je voulais faire un maximum de pognon, je sais pas, je demanderais à reprendre, je sais pas, un Blueberry ou j'en sais rien, tu vois. Enfin, non mais il y a tellement moyen de se faire de pognon en dessinant ou dans une agence de pub ou n'importe quoi. Une agence de pub. Moi, j'ai école. Je vais y aller. Mais non, mais même une agence de pub, tu gagnes 20 fois mieux ta vie dans une agence de pub qu'en faisant de la BD. Donc c'est stupide de dire ça. C'est vraiment de la méchanceté pure, voilà. Et ça a tendance à me chauffer un peu les couilles. Alors c'est Monique Nunes qui m'a un jour fait remarquer que dans la ligne de front, qui est un album que j'aimais beaucoup à l'époque, donc j'étais très fier, elle m'a dit qu'il y avait quand même une ambiguïté entre le fait de montrer énormément de violence et d'avoir soi-disant un propos anti-violent. Et elle avait raison. C'est-à-dire que si j'avais pas montré la violence comme ça, j'aurais été sans doute plus pertinent dans le propos. Et ça me fait encore chier qu'elle l'ait vu, parce que ça m'énerve, mais elle a absolument raison. Voilà. Comme quoi je peux éventuellement accepter une critique quelle que soit. Fais attention. J'ai vu ton œil. Toi tu vas reprendre le Black et Mortimer, ça va être rapide. Oh non monsieur, pitié, pas Black et Mortimer. Tu vas te faire chier. Hein. Il y en a du texte là, à balancer dans les cases. Hein. Il faut faire de la place. Ah, faut y aller là. Hein. La dernière claque, ça a été sans aucun doute la marée en plastique de Prud'homme et Rabaté. Prud'homme, bon, en fait, il devient meilleur que tout le monde, que Blutch, que les plus forts. Rabaté, c'est quelqu'un qui a un lien avec le quotidien qui est pareil, exceptionnel. Donc les deux ensemble, franchement, avec un sujet aussi fou, c'était extraordinaire. C'est dommage que ça ait pas. Pourquoi ça cartonne pas, quoi? Pourquoi ça, tout le monde l'achète pas? Ça, c'est le mystère. Voilà. Tideland.
Thailand de Gilliam. Un film qui était, je savais même pas qu'il était sorti au cinéma, moi. Très malsain, avec une scène d'amour entre un Mongolien et une mineure, c'était très très bizarre. Non mais c'est vrai, hein, ça, dit comme ça, très abruptement, c'est horrible. Dit comme ça, c'est très choquant, mais c'est une vraie belle histoire d'amour entre une petite fille dont le père est momifié dans la maison d'à côté. Enfin, c'est une histoire horrible, et pourtant qui est racontée avec une poésie, mais bon, de toute façon, Guillaume, il est trop fort. Il m'énerve d'ailleurs. S'il avait pas sa petite queue de rat là derrière, tu sais, ce petit truc pourri là, eh ben ce serait un homme parfait. Faut lui couper sa queue de rat, là. Faut lui dire. Faut lui dire. J'ai baisé, dirait Guillaume. J'ai baisé tout le monde, moi. Dans le showbiz, j'ai baisé tout le monde. Leur en verront pas. Quoi c'est la trempe, quoi. C'est la trempe de Majid Cherfi. Si vous n'avez pas lu la trempe de Majid Cherfi en livre, il a écrit 2 livres. Il a écrit, je sais plus le premier, ce titre, mais qui était très bien, et le deuxième qui s'appelle La Trempe. Et alors voilà un type encore dont personne s'arrache les productions, et c'est une honte parce que c'est le dernier genre Brassens, quoi. C'est le dernier qui a cette fibre là du peuple et de la langue, voilà. Et il raconte dedans des histoires de son enfance, ou des histoires même de Zebda, des trucs incroyables qu'il a vécu avec Zebda. Et c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Il n'y a qu'à l'acheter, ça coûte rien, c'est à Actes Sud. Et puis voilà, et puis merde, il faut l'acheter. Hein. J'ai baisé aussi. Majid Cherfi, j'ai baisé. Alors, c'est celui dont je te parlais tout à l'heure, c'était Tom Waits, The Ghost of Saturday Night, je crois. C'est un album de 76 que je viens de découvrir, en fait, je ne connaissais pas, et il est magnifique. C'est-à-dire que c'est une sorte de blues. Il est moins destroy que ce qu'il fait maintenant. Oui, mais vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Peut-être. Peut-être, toi, tu connais, non? Toi, tu connais. Tu connais Tom Waits, tu connais. Comment eux, ils ne connaissent pas. Les petits, ils sont petits. Ils connaissent pas Tom Waits. Ils ont jamais vu Down by Law, ils ont jamais vu. Ils étaient pas nés. Mais moi non plus. Si, bon, d'accord. Bon. Non, album de 67, magnifique. Parce qu'il n'est pas assez destroy pour être difficilement audible comme il peut en faire. C'est ultra mélodique et c'est comme Red Charles, c'est-à-dire t'as un grand orchestre et t'as un type, une sorte de mutant avec une voix venue d'où on ne sait où, qui chante des trucs magnifiques et puis indémodable, quoi. Et quand il chante La solitude, la déglingue, putain, il n'y a pas eu mieux depuis. Il y a eu Springsteen et lui presque, tu vois, qui se touchent tellement ils sont forts. Le reste, c'est un peu en dessous quand même. Moi je trouve. Je l'ai baisé aussi, Springsteen. C'était plus dur, mais je l'ai baisé.